Maxime Dorian est un anthropologue des techniques. Il travaille au CETCOPRA, qui est une unité de recherche sur les relations entre l'homme et les techniques, l'homme et la machine, de l'université de Paris 1 Sorbonne Panthéon. Il a commis un ouvrage magnifique et très volumineux sur ces relations entre l'homme et la machine, et travaille en particulier sur les relations qu'il peut y avoir avec l'homme et des prothèses autonomes qu'il peut porter, c'est-à-dire cette dualité d'action entre le porteur censément utilisateur de sa prothèse et le lien de la prothèse qui va décider à la place de son porteur. Et il étend aujourd'hui son champ de travail sur les relations avec l'homme et des machines qui sont étrangères, comme les projections dont on a parlé, de l'information, comme les voitures automatisées et toute cette sorte d'objets dont on a beaucoup parlé hier par leur connexion. Alors, outre ces grandes qualités de chercheur et l'exposé qu'il va vous faire, je dois vous dire qu'il est de la génération dont on parlait hier, qui a tout de suite été confrontée à ces nouvelles technologies, et il en apporte une réponse éblouissante de quelqu'un qui est capable, de les utiliser. Il a un blog. Nous nous sommes connus sur un réseau totalement virtuel, au point qu'il était à l'époque une pensée pure, presque post-humaniste, et on a la satisfaction de savoir que cette pensée pure, presque post-humaniste, était malgré tout guidée de manière tout à fait, non pas naturelle, mais culturelle, par un corps biologique, et c'est fort utile. Mais il va donc répondre à beaucoup des interrogations et des peurs qui ont été émises hier par des collègues soignants en particulier, et des enseignants d'autre part, y compris des enseignants en sociologie, et je crois que ça va être extrêmement riche d'enseignement. Maxime, c'est à vous. Ok, donc je voudrais juste savoir combien de temps je dispose à peu près. On avait prévu 30 minutes okay, pour pouvoir avoir une place à la discussion. Ok, d'accord. Donc je vous remercie déjà d'une part de m'avoir invité. Je suis vraiment ému, en fait, on parlait d'émotion juste avant, et je suis ému d'être là et honoré, en fait, de succéder aux intervenants précédents. Donc j'ai l'impression que mon intervention va tout à fait dans le prolongement de ce qui s'est dit ce matin. Et de plus, je vais tout de suite rebondir sur ce qui a été dit sur le fait que je suis de cette génération, parce que je n'avais pas prévu d'intervenir là-dessus, de dire ça, mais c'est vrai qu'effectivement, je suis né juste dans la fin des années 70, donc du coup, j'ai vécu ce moment d'être un digital native moi-même, mais la différence avec les générations actuelles, c'est que j'ai dû apprendre enfant à coder, à programmer, et du coup, j'ai une compétence antérieure qui était de programmer, alors que les enfants d'actuel, parfois, ont un truc qui est clé en main, qui fonctionne tellement bien que c'est presque hypnotique. Et donc les nouveaux digital natives, les enfants qui naissent avec les technologies d'aujourd'hui, ce sont des technologies tellement, user-friendly, que du coup, il n'y a pas les mêmes compétences. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, ma génération, c'est cette césure. Donc voilà, ça c'est dit, et j'ai un corps biologique, effectivement, et j'essaye de l'entretenir pour rester en vie et pas uniquement penser, même si l'informatique prend une grande place dans ma vie, je l'avoue. Donc, alors aujourd'hui, je vais parler avec une approche anthropologique. Donc, l'approche anthropologique que je propose, c'est par rapport à la sociologie, souvent quelle est la différence entre les sociologie et anthropologie, c'est de s'axer sur l'outil, la question de l'outil, d'avoir un objet concret, quelque chose qu'on peut utiliser et qui, pour certains, on l'a vu plus tôt, peut définir l'humain. À partir de quand l'humain utilise-t-il des outils? Est-ce que l'outil définit l'humain, etc. Ce genre de questions. Pour moi, en fait, pourquoi l'anthropologie et l'outil? C'est parce qu'avec l'informatique, justement, il y a une rupture technologique dans nos outils. Et c'est pour ça que toutes mes recherches portent sur l'informatique et l'impact que peut avoir ce nouvel outil sur l'humanité, notre organisation sociale, et aussi, bien sûr, la cognition, comme ce qu'on a vu juste avant, notre efficacité dans notre rapport au monde, notre moyen de dialoguer avec le monde et de le modifier, de le détruire, de le transformer. Donc voilà, c'est tout ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, mon intervention va être sur une question qui est
qu'on appelle ontogénétique. C'est-à-dire que, contrairement à M. Nizan, qui va parler plutôt de filiation, de descendance, de phylogénétique, c'est-à-dire de transformer un humain, de transformer ses gamètes et de le rendre capable de transformer sa descendance, là, je vais parler uniquement de transformation d'individus via du matériel. Donc, je ne dis pas que les enfants de l'individu transformés via le matériel seront forcément impactés dans leur chair, mais je parle toujours de ces objets qu'on utilise au quotidien. Certains pour le médical, et beaucoup pour la vie de tous les jours. Mais dans tous les cas, ça a un impact sur la santé. Donc, la question de l'outil, la question, puisque je suis anthropologue et qu'on a beaucoup parlé de questions de l'outil, du langage et tout ça, je me permets de faire juste avancer le schmilblick en essayant de donner quelques infos là-dessus. Bon, la question justement de l'outil, effectivement, c'est une particularité de l'humain qui lui permet de surmonter ses faiblesses. On l'a vu ce matin, sa prématurité, ce côté un petit peu faible face à l'ours, face au tigre à dents de sabre, face au loup. L'humain s'est doté de griffes via les couteaux, de capacité de voler même, grâce aux avions, etc. Et ça, c'est la projection organique. Le roi Gourand parle du geste et la parole de l'humain. Le geste, c'est l'action du geste modifié, comme avec un marteau, on a plus de force. Voilà. Et la parole, qui est aussi une modification de l'humain pour surmonter les problèmes liés à son environnement, c'est aussi mental et culturel, grâce au langage. Donc je suis totalement en phase avec ce qui s'est dit au préalable, entièrement, par les deux intervenants précédents. Alors, pour les outils, j'ai posé la question directement à Yves Coppens sur quand les premiers outils, etc. Bon, c'est difficile, comment dire, de l'évaluer, mais c'est encore plus ancien que ce qui a été dit ce matin, je crois. On est autour de 3,5 millions d'années. Donc, voilà, l'outil chez l'hominidé, c'est une utilisation très ancienne. Ensuite, je ne vais pas revenir là-dessus, mais par contre, pour revenir sur le langage de qui? Alors, si c'est pour l'Homo sapiens, jusqu'à présent, je croyais que l'Homo sapiens avait 200 000 ans, mais il s'avérait, il y a eu un colloque très récent au Collège de France qui dirait que l'Homo sapiens pourrait avoir 300 000 ans. Bon, mais en tout cas, le langage, je pense qu'il est lié il était sûrement antérieur aux sapiens, mais que déjà le langage est de l'ordre de centaines de milliers d'années. Donc voilà, je donne des dates là-dessus. Ok, bon, on est dans très longtemps dans le passé. Un peu moins dans le passé, c'est la question des écritures. On a évoqué la question de l'écriture et on a dit que l'informatique pourrait être un épiphénomène comparé à l'écriture. Alors, je ne peux pas me prononcer avec certitude là-dessus, mais par contre, je cite Clarisse Ehrenschmidt, qui est une chercheuse qui a travaillé sur les trois écritures. Elle appelle ça les trois écritures. Elle parle de l'écriture de la langue. Ce que je dis, écrit, avec des caractères, ça serait vers 3300 ans avant Jésus-Christ. Et donc, du coup, cette capacité d'écrire ce qu'on dit serait aussi liée avec l'apparition de la civilisation de l'écrit, etc. L'écrit. Ensuite, l'écriture arithmétique, la capacité de calculer, de faire des calculs de plus en plus complexes, aurait commencé 2600 ans après, c'est-à-dire il y a moins 700 ans avant Jésus-Christ. On en est au grec, cette période-là. Et à nouveau, une nouvelle écriture serait apparue dans les années 30, dans un contexte précédant la guerre mondiale et qui se serait développé avec la guerre mondiale, l'informatique, le code. En fait, le code informatique serait une écriture qui s'auto-exécute. Dit comme ça, ça peut paraître juste un effet de manche, mais en fait, il y a une rupture à ce moment-là, puisque bien sûr, l'écriture de la langue, comme l'écriture des chiffres, se fait par l'humain, avec un stylo ou équivalent. Par contre, le code informatique, c'est une écriture qui a une capacité de s'auto-activer, d'agir sur le réel. À partir du moment, bien sûr, on lui donne les moyens, c'est-à-dire les outils, les machines qui le mettent en mouvement. Alors, l'humain augmenté, l'humain qui pourrait être diminué, simplifié, l'humain, enfin, toute cette question d'augmentation de l'humain est complètement connexe avec le développement de ce nouvel outil informatique. Alors, ma recherche, c'est justement de voir en quoi cet outil informatique nous change. Et je pense que, très sincèrement, qu'on n'en est qu'à explorer certains gadgets, et je ne veux pas réduire, par exemple, un pacemaker à un gadget, mais à des choses qui sont parcellaires, et on n'arrive pas encore à comprendre ou voir à quel point l'informatique, qui se développe de manière exponentielle, on l'a dit précédemment, les deux intervenants,
nous change. Donc là, voilà, je vous propose une exploration là-dessus pour essayer de voir d'abord à partir de ce qui existe et de ce qui pourrait exister, et en quoi ça peut changer l'humain. La grande question que pose cette question de l'informatique, je la dis tout de suite, c'est cette délégation de décision à des machines. Jusqu'à présent, un être vivant décide et agit. Avec l'informatique, un être vivant spécial, l'homme, crée des artefacts qui exécutent son intention. Et je ne vais pas partir dans la théologie, mais on est dans quelque chose d'extrêmement étrange. Et pour l'instant, on en est au balbutiement, puisque si je parle de 2600 ans par écriture, là, c'est dans les 36, dans les années 30, on va dire. Donc, c'est maintenant. Elle vient d'arriver, cette écriture. Elle a déjà changé notre vie. On est déjà obsédé par ces trucs qui clignotent, on les utilise tout le temps pour travailler, mais c'est peut-être que le début. On ne sait même pas où ça va nous mener, ou si ça va mener à quelque part, ou si ça va se tasser. Donc la question que j'ai développée dans la thèse était vraiment liée à ça, en fait. Où ça va nous mener, en quoi ça... Bon, je peux dire déjà qu'il y a peut-être des limites écologiques quand même, dont on doit tenir compte. Voilà. Mais de tout ça, c'est une question, et c'est pour ça que je suis très ému d'être ici, je l'avoue, car en fait c'est une question d'éthique. D'éthique et pas qu'un slogan éthique. Il faut qu'ensemble on réfléchisse, parce que c'est une question de responsabilité juridique et éthique. Parce que ce qui anime mes recherches, c'est l'hybridation entre le corps humain et ces artefacts dont je vous ai parlé. L'hybridation, c'est le composite, ce que j'ai appelé le métal et la chair. Ce métal et cette chair qui travaillent de concert pour, on ne sait pas trop pourquoi, pour peut-être suivre nos désirs, pour suivre les désirs des autres, plein de choses. Et cette hybridation a comme racine hubris, la démesure. Et la mise en garde que je peux mettre, qui est une mise en garde très ancienne, qu'on a déjà chez Aristote, c'est que l'hubris, la démesure, c'est la folie. C'est ne plus reconnaître les limites, de ne plus voir où on va. Donc voilà, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit précédemment. Ceci étant dit, nous allons parler des objets connectés. Et en médecine, ils sont utilisés parce que souvent, c'est des questions de vie ou de mort, de santé. Donc, ils sont légitimes. Ensuite, eh bien, ils peuvent se diffuser, on l'a vu avec l'exemple hypothétique, et peut-être pas qu'hypothétique, de rétine artificielle qui serait plus performante que la rétine naturelle. Et du coup, en fait, voilà, la transformation du corps humain par les machines est en cours. Elle pose des questions. Alors, cette question éthique, tout de suite, et je vais faire court, c'est qu'il ne s'agit pas de morale. Je ne suis pas là pour dire il faut que faire ça, il faut faire pas ça, et régler une bonne fois pour toutes la question, et après on va manger. Non, l'éthique, en fait, ça se décide ensemble. Et pourtant, tous ces outils de communication devraient nous aider à communiquer là-dessus. Et à parler de ce genre de questions fondamentales, puisqu'il s'agit carrément, directement, de l'avenir de l'humanité, ou même parfois du biotope, parce qu'il y a les autres espèces qui sont directement concernées par ce qu'on fait. Les dauphins sont perturbés par les sonars, les éléphants disparaissent, etc. Mais ça, c'est une autre question, je ne vais pas l'aborder maintenant. Donc l'éthique, en fait, philosophiquement, je pense que pour faire court, c'est que c'est quelque chose qui se négocie ensemble. Voilà, il ne s'agit pas de faire des nouvelles tables de la loi, mais voilà, on a des guidelines et il faut ensemble voir les finalités, les moyens, et c'est pour ça qu'un discours citoyen, cithétique, me paraît absolument formidable et une bonne chose. Alors, le plan de ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est d'abord ce qui est possible, ce qui existe déjà en outillage technique. Donc, j'ai une approche anthropologique, donc l'outil. C'est ça. Au CET-COPRA, c'est ça. On commence sur l'outil et après, on fait de la socio, on fait de la philo, en lien, mais l'outil. Donc, ce qui existe. Comme ça, ça permet d'être déjà sur du concret. Ensuite, la question de l'augmentation ou de la réparation de l'humain. Donc, on l'a vu, c'est flou, hein, réparer, augmenter, etc. Et parfois même dégrader, simplifier, endommager. Ensuite, troisièmement, quand l'hybride est apparu, c'est un humain, c'est un robot, un post-humain, on va aborder la question. J'imagine que ça a été abordé dans les jours précédents, donc je pense que ça va être assez rapide. Et les perspectives pour le futur, là, j'ai recours à l'imaginaire, puisque autant les limbes du passé sont très lointaines, mais les millénaires qui viennent sont extrêmement aussi incertains pour nous. Donc c'est de la spéculation pure. Alors, donc, on part sur des outils anciens. Voilà, l'appareillage technique qu'on a eu jusqu'à l'informatique n'a pas eu une grande changement depuis des millénaires. Bien sûr, il y a eu des changements au niveau de la qualité des designs, l'orfèvrerie suisse, de la Renaissance, ou j'en sais rien, beaucoup de choses formidables, mais on est resté sur, par exemple, une canne devient des béquilles.
un poignard préhistorique devient un scalpel. On coupe mieux, plus précis. Après, il y a la question de la production. On en produit plus, on en produit mieux ou moins bien. On dégrade aussi. Bon, voilà. Ensuite, les prothèses de corps. Elles ne sont pas si anciennes que cela. Enfin, c'est quelque chose de très ancien, je veux dire, pardon. Les prothèses sont quelque chose qui est absolument ancien. Mais avant, c'était très peu partagé. C'était seulement, on va dire, des gens extrêmement riches. On parlait même de la main du pauvre. C'était vraiment juste un simple crochet. Et la main du riche, au Moyen-Âge, c'était le chevalier très riche qui pouvait se permettre d'avoir une main. D'ailleurs, c'est repris par Game of Thrones, la série actuelle qui marche très bien. C'est-à-dire que certains chevaliers pouvaient mettre symboliquement une jolie main en métal pour remplacer la main qu'ils avaient perdue au combat ou à la chasse ou autre. Voilà, donc là, il n'y a pas de rupture, mais c'est juste vous mettez des très anciennes prothèses de main du XVIIe siècle ou des prothèses de orteils du temps des Égyptiens. Mais par contre, la rupture, elle est là. Voilà. Cet appareil fonctionne, soit vendu en grande quantité ou pas, je n'en sais rien, mais cet appareil-là, c'est pas une canne. C'est pas un scalpel. Il a quelque chose de particulier. Alors, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que cet objet? C'est un exosquelette. Un des premiers modèles, et dans quelques années, peut-être seront complètement dépassés, et ça sera bien meilleur. Mais l'idée, c'est que cet objet, en fait, renforce le corps en rajoutant des moteurs, en rajoutant des ordinateurs. Donc, en fait, pour donner plus de puissance, par exemple, à un soignant, parce qu'il est difficile de porter une personne de son lit pour ensuite l'amener à se faire nettoyer, enfin à être nettoyé, ça fatigue le dos, etc. Donc voilà un usage d'exosquelette médical qui permet de porter plus facilement des charges. Mais cet objet, pour fonctionner, il faut qu'il soit animé par de l'informatique, par des moteurs, par des systèmes extrêmement complexes, qui ne sont possibles que depuis, en gros, maintenant, le XXIe siècle. Et ça va loin, cette avancée. Voilà, la chirurgie, la robotique chirurgicale, les systèmes d'Avinci, par exemple, qui permettent à un chirurgien d'opérer sur des tissus mous, en mouvement, qui lui permettent d'avoir une précision absolument incroyable. Alors parfois, il est dit que les machines remplaceront les chirurgiens. Dans un premier temps, je ne pense pas. Mais en tout cas, l'amélioration du geste peut être, dans certains cas, l'opération d'enfants cancéreux en très bas âge, etc. L'accélération des capacités peuvent être phénoménales grâce à ces systèmes. J'ai mis le prix parce que c'est quand même très coûteux. Bon, après, ça peut encore baisser, mais il y a une rupture, car ce n'est pas des scalpels plus fins ou plus résistants, ou plus... Non, c'est des scalpels auto-animés via des systèmes de contrôle, de détection robotique extrêmement performants. Et on n'est qu'en 2017. Qu'est-ce que ça pourra être dans 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 ans? Ça peut s'arrêter aussi. Mais qu'est-ce que ça va donner? Alors, pour les objets connectés, puisque là, quand même, on va rester sur les objets aussi qui sont connectés. L'objet connecté, par exemple, en matière de soins, a commencé, enfin, l'objet qui a été implanté dans le corps a commencé dans la question cardiaque, la question du domaine cardiaque. Et le Holter, par exemple, c'est un petit robot, on va dire, passif, et qui va pouvoir, en fait, permettre de faire le monitoring cardiaque d'une personne pour savoir si... faire un vrai bilan sur plusieurs jours, par exemple, de son rythme cardiaque pour voir si oui ou non on va implanter un pacemaker, un défibrillateur cardiaque, prescrire des médicaments, etc. Donc c'est un outil d'aide au diagnostic. Là, l'outil est discret. Je l'ai mis en premier parce que c'est un outil très discret. C'est comme une clé USB qui est biocompatible, qu'on met dans le corps et qui reste là, comme en veille, et qui analyse. Ensuite, n'oublions pas, les médicaments sont encore, et l'hygiène sont encore des choses fondamentales pour que l'homme améliore sa qualité de vie, et que les machines sont qu'un complément. Se laver les mains est encore bien plus important en termes statistiques que les plus grandes prouesses électroniques. Maintenant, je passe à la partie sur l'humain réparé et l'humain augmenté. Ceci dit, voilà, au début, cette question est venue liée à la conquête spatiale, qui est très récente aussi, puisque c'est le siècle dernier. Et la conquête spatiale, il s'agissait de faire évoluer des humains dans l'espace. Ça fonctionne plutôt bien, en tout cas dans la banlieue de la Terre. On l'a vu avec Thomas Pesquet et la Station Spatiale Internationale, enfin, et tous les autres qui y sont encore et qui sont amenés à y aller. Mais par contre, quand il s'agit de faire une sortie extravéhiculaire, c'est-à-dire aller dans l'espace, si on sort directement en ouvrant la porte, le cœur aussi explose, hein, ça c'est évident. Donc il faut modifier ou rendre capable le corps humain d'évoluer dans l'espace. Et ça a été la grande question de l'homme augmenté. C'est la question séminale de la question de l'homme augmenté.
Alors, l'homme augmenté totalement hypothétique de départ, c'était de la science-fiction des années 50-60, c'est un homme qui peut sortir dans l'espace, il a été transformé dans son corps, c'est une espèce de super-héros. Mais les premiers avatars réels de cette question d'augmentation, c'était plutôt le rat qu'on voit à gauche, c'est-à-dire une espèce de système de composite, d'homéostasie hybride entre un rat et un système qui lui déchargeait des produits biologiques. Donc voilà, j'ai mis les deux photos côte à côte parce que l'écart est grand entre les espoirs de départ qui sont à droite et la concrétisation immédiate qui était à gauche. Mais l'écart entre les deux photos se resserre actuellement, de fait de l'innovation technologique. Alors, un premier élément intéressant, c'est la question du pacemaker. C'est pour ça que ma thèse, en fait, le métal et la chair, utilise comme principal questionnement, c'est l'implantation du pacemaker. Pourquoi? Parce que c'est très répandu. Et du coup, donc, il y a beaucoup de gens qui ont cette hybridation, qui bénéficient de cette hybridation pour vivre plus longtemps. Donc, ça a commencé en 1958, donc ça date déjà. Et il s'agissait à l'époque de doter l'humain d'une capacité d'avoir un cœur qui, au lieu de mourir, enfin de s'arrêter, continuerait à battre grâce au pacemaker. J'imagine que tout le monde comprend comment ça fonctionne ici. Il s'agit d'une batterie qui stimule le cœur pour que le cœur continue à battre correctement et pour pas qu'il s'arrête ou ce genre de choses. Alors depuis 1958, les choses se sont évoluées, encore ça c'est pas le dernier modèle, ça s'est miniaturisé, etc. C'est presque sur le point de disparaître sous cette forme-là, puisqu'on va se passer à des pacemakers de plus en plus miniaturisés, qui seront fractionnés en plusieurs morceaux, avec des batteries de plus en plus perfectionnées. Donc voilà, en 60 ans, ça a déjà beaucoup changé. Mais le pacemaker a ouvert la voie à d'autres outils, d'autres implants. Alors, voilà, là on est plus dans le prospectif, des choses qui sont en développement actuel. Le pancréas artificiel. Pancréas artificiel, c'est un système un petit peu difficile à expliquer parce qu'il est composé de plusieurs éléments, mais le principe, c'est de réguler le taux de glucose dans le sang pour éviter, en fait, à un diabétique de subir le diabète. Il faut que le système qu'on lui implante va délivrer de l'insuline ponctuellement en fonction de capteurs qui détectent le taux de glucose dans le sang. Et c'est très très délicat, tout comme le cardiaque, car si trop d'insuline ou pas assez d'insuline est délivré par la machine, ça peut amener à la mort du patient. Donc il ne s'agit pas de porter une épée de Damoclès de plus qui s'ajoute au diabète, parce que la machine doit être fiable, on va dire, à 100%. Or, si le capteur est près d'une zone qui s'infecte, qui commence à envoyer des chiffres erronés, que va-t-il se passer? Donc c'est pour ça que c'est en test depuis plusieurs années, ça avance très bien, ça marche déjà, mais avant de sortir complètement sur le marché, il faut que ça soit fiable à 99,9999999%. Voilà, encore une invention française de Montpellier. Ensuite, on a évoqué la rétine artificielle. La rétine artificielle, alors les capteurs à 1 million de pixels, le problème dans ces questions de rétine, c'est que la rétine artificielle chauffe. Elle est faite de métal et elle est implantée dans une zone très 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 fragile du corps, puisqu'on peut considérer les rétines comme une partie un peu externalisée du cerveau, mais comme une partie du cerveau. Dans une certaine mesure, on peut les voir comme ça. Dans certains traités d'anatomie, c'est vu comme ça. Et donc, c'est une fine pellicule, la rétine, qui nous permet de voir l'environnement. Et si on rajoute des capteurs de plus en plus performants, cette performance a un coût énergétique et calorifique, c'est-à-dire que ça chauffe. Et ça risque d'endommager les tissus. Donc, pour l'instant, peut-être que d'autres méthodes existeront, mais en ce moment, on en développe quand même des yeux artificiels. Et quand on voit ce qui s'est passé pour les implants cochléaires pour les sourds, qui au départ étaient rudimentaires et maintenant sont extrêmement performants, on peut présager effectivement que les rétines artificielles sont des objets connectés qui modifieront l'humain et qui fonctionneront de mieux en mieux avec le temps. Okay. Ensuite, d'autres systèmes d'objets connectés implantés sont par exemple pour diminuer les problèmes liés à Parkinson, donc les stimulations électriques du cerveau. On a aussi des utilisations pour diminuer la douleur. Et on a des tentatives d'aider à la marche. Alors là, c'est par exemple juste pour relever le pied au moment de la marche. Et par contre, ce que je peux dire très rapidement, c'est que l'idée de stimuler les muscles via des implants pour refaire marcher, ça fonctionne un peu, mais c'est laborieux. Et finalement, si on fait le coût bilan-avantage, on peut se dire qu'un fauteuil roulant peut être plus efficace, puisque la personne qui est stimulée comme ça fait quelques pas et très fatigué, c'est pas forcément utile pour la vie de tous les jours. Par rapport à donc parfois il faut réfléchir à ça aussi. Une petite chose non, je ne fais pas de digression là-dessus. Ensuite, la question du cœur artificiel. Bon, voilà.
ça c'est vraiment un objet qui, mais voilà, en cas de dysfonction ou d'erreur humaine, on peut arrêter son cœur. Donc ces objets-là permettent, parce que vivre sans cœur, mais avec un cœur mécanique, robotique, c'est quand même quelque chose d'incroyable et totalement en rupture. Voilà, on est dans les choses un peu exploratoires, mais ça, le smartphone, c'est déjà un moyen de e-santé, un objet connecté de e-santé que beaucoup de gens ont dans leur poche et qui peut amener beaucoup de choses qui permettent le monitoring, qui permettent d'avoir des informations, d'appeler les secours au bon moment, d'être géolocalisé. Il y a beaucoup de choses déjà qui peuvent être utiles dans le smartphone en termes de santé. Alors, les objets robotiques qui complètent le corps humain peuvent servir aussi à modifier le corps pour le réparer. Alors, le réparer de cette manière-là aussi, non pas par rapport à la maladie, mais par rapport à une naissance agénésique, une naissance avec un membre en moins. Donc là, j'ai pris des exemples d'enfants, c'est 200 personnes par an en France qui naissent avec parfois avec voilà, une main, un doigt, un pied en moins. Voilà. J'ai travaillé là-dessus en fait dans une recherche postdoctorale et j'ai pu voir que différents types de prothèses sont sollicités. Certains veulent des prothèses esthétiques, comme c'est le cas à droite, où là on a vraiment des choses qui ressemblent énormément, mais qui ne sont à un pied normal, à un pied biologique, mais qui ne sont pas électroniques. Et d'autres ont plutôt des composantes électroniques ou mécaniques. Alors voilà, les prothèses de main, c'est une chose qui existe, qui est très coûteux, qui commence à se développer. Donc voilà, comme c'est très coûteux, c'est réservé qu'à certains cas de figure, ceux qui ont les moyens de payer, ou selon les systèmes sociaux de chaque pays. Donc cette question-là est une question importante, puisque là, en évoquant ces objets-là, je commence déjà à dire qu'il y a des inégalités économiques qui sont déjà là. Ensuite, concernant la question de la réparation et de l'augmentation, un exosquelette, voilà, peut avoir deux usages. Bon, ce n'est pas les mêmes modèles, mais dans un cas, là-haut, c'est l'exosquelette qui a servi à une personne tétraplégique d'avancer, de marcher et de lancer le ballon de la Coupe du Monde. En bas, on a un exosquelette militaire qui sert davantage à charger rapidement les avions. En fait. Par exemple, quand il s'agit de mettre des bombes dans les soutes des avions, c'est lourd et ce genre d'objet peut servir à le faire plus efficacement. Voilà, donc ces deux illustrations, c'est pour vous faire penser au fait que c'est ambivalent, en fait, la réparation et l'augmentation. D'un côté, on répare, d'un côté, on augmente. Les mêmes technologies, c'est les mêmes types de contrôleurs, le même type d'informatique, à peu près les mêmes types de moteurs. Derrière, il y a ce qu'on ne voit pas, c'est les big data. Voilà, j'imagine que ça a été abordé. Derrière, c'est le traitement algorithmique, toute la question informatique, qui est que la connexion des outils, même si elle n'est pas tout le temps en synchrone, c'est-à-dire que les outils ne sont pas toujours connectés en temps réel, mais c'est qu'en fait, il y a tout un système informatique, tout un squelette informatique qui s'est créé sur la planète et dans certains centres localisés qui permettent de faire vraiment augmenter sans cesse les performances. Donc, parler d'intelligence artificielle, je ne sais pas, mais une augmentation drastique des puissances des informatiques, ça c'est clair. J'aborde très rapidement les nanotechnologies qui peuvent être un moyen de miniaturiser, d'augmenter aussi la capacité d'efficacité des objets, notamment développés à Toulouse. Alors donc, voilà, je vais juste prendre une minute pour rester là-dessus. L'OMS dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Avec une définition comme cela de la santé, qui est la définition officielle, la porte est ouverte à vouloir plus selon ses désirs. Je veux... ah ben non, mais pour moi, le bien-être complet, c'est de pouvoir voler, c'est de pouvoir, je ne sais pas, aller sous l'eau, etc. C'est de pouvoir vivre des milliers d'années. Donc du coup, la porte est ouverte au désir, et c'est ce qu'on veut tous. Donc d'où le transhumanisme, toute l'idéologie jeuniste, de vouloir absolument dépasser toutes les limites. Donc elle est déjà instituée dans notre définition canonique de la santé. Alors, les objets connectés, les objets de réparation du corps humain, je prends des images d'illustrations de films. Voilà, soit on a la réparation totale au point où on ne la voit plus, comme dans Star Wars, soit on a la réparation qui augmente, voilà, c'était l'homme qui valait 3 milliards ou 6 millions selon le pays. Il y a aussi la modification qui diminue, c'est le Robocop. Robocop, c'est pas juste un film de série B, c'est intéressant aussi. Le robot horloge vous rappelle l'heure de la conférence suivante. D'accord. Donc, de nombreux films, en fait, nous mettent en garde sur quelque chose, c'est cette question, en fait,
de qui va bénéficier de ces objets. Je conclus là-dessus. C'est-à-dire que, voilà, j'ai commencé à faire une litanie à l'après-vert et j'aurais pu la continuer avec ces slides sur ces objets qui arrivent. Mais voilà, quand on voit que 8 milliardaires sur Terre possèdent plus que 3,5 millions de personnes, 3,5 milliards de personnes, on est face à des inégalités croissantes, face aussi à une accélération croissante des compétences des machines. Et la grande question qui se pose, c'est aussi de voir dans quel sens on veut que ça aille. Et le risque que je vois au niveau anthropologique, c'est une concentration monopolistique encore plus forte, allant dans le sens des 8 milliardaires qui possèdent autant que 3,5 milliards de gens, au détriment de l'ensemble du reste de l'humanité qui travailleront pour eux. Et c'est ce qu'on voit avec les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, c'est que de plus en plus, on est tributaire, on alimente ces machines qui bénéficient à très peu. Et voilà, donc la grande question écologique, puisque les ressources sont limitées, fait que les ressources étant limitées, il n'y aura peut-être pas à manger pour tout le monde et on ne rasera pas gratis dans l'avenir. Il y aura sûrement une augmentation quantitative de beaucoup de choses, mais du fait de la raréfaction en parallèle, il y aura des inégalités encore plus flagrantes que celles qui sont déjà actuelles. Voilà, donc j'arrête là pour...